Bonjour gueuses et gueux. Donc aujourd'hui on va faire une reprise sur le chapitre de Géo-EMC sur l'Union Européenne. Un chapitre important, mais qui peut sembler un peu étrange ou presque provocateur, tant l'Union a mis du temps pour commencer à gérer la crise que nous traversons, et tant cette gestion est laborieuse par manque d'anticipation. Donc on pourrait ainsi faire un cours sur les limites de cette union de pays, en nous basant par exemple sur la façon dont l'Union européenne a laissé tomber l'Italie face à cette crise sanitaire sans précédent. Italie qui, je le rappelle, au début de son épidémie, a dû faire appel à l'aide de pays comme la Chine ou même de Cuba. On pourrait aussi rappeler que la meilleure des choses qui ait pu être réalisée en Europe depuis le début de cette crise du coronavirus a été de fermer ses frontières, c'est-à-dire de faire l'inverse de ce pourquoi l'Union a été pensée. Mais en géographie, comme en histoire, il s'agit de s'extraire d'un contexte très actuel et très brûlant afin d'étudier sans jugement, positif ou négatif, ce qu'est l'Union européenne, ce pourquoi elle a été créée et la façon dont elle est organisée en tant qu'espace économique, en tant qu'espace vécu, en tant qu'espace habité. L'Union européenne n'est donc pas qu'un échec, et il ne faut pas la juger par ses seules failles. De toute façon, en histoire ou en géo, on n'est pas là pour juger. Donc les questions qui vont sous-tendre ce cours sont les suivantes. Comment l'Union européenne est-elle devenue un nouveau territoire de référence et d'appartenance ? Comment se manifestent les contrastes et les liens entre les territoires européens ? Et aussi en filigrane, à quel défi est confrontée l'Union européenne ? Donc dans une première partie, nous allons voir que l'Union européenne est un territoire de référence et d'appartenance qui est en construction. Alors bien évidemment, il faut revoir le cours de EMC sur les valeurs et les symboles de l'Union européenne, sur les droits et les devoirs du citoyen européen. J'y ferai rapidement référence, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc pour synthétiser, en fait, il existe deux logiques qui ont structuré la construction de l'Union européenne. L'élargissement, tout d'abord, c'est-à-dire l'intégration de nouveaux États membres dans le projet de coopération européenne, et l'approfondissement, c'est-à-dire le renforcement de la coopération des États membres en l'étendant à des nouveaux domaines, donc le domaine financier, le domaine politique, le domaine social, etc. Alors le premier document, sur cette carte, on voit bien que l'Union européenne se caractérise par une mosaïque d'États qui ont décidé de s'unir dans une organisation régionale. Ce projet politique, économique, qui a été initié par les 6 États fondateurs en 1957, s'est consolidé et s'est élargi par étapes, jusqu'à former un ensemble de 28 États, 27 depuis cette année. Donc l'Union européenne est une construction qui est permanente. Et les deux dynamiques qui structurent cette construction sont précisément l'élargissement et l'approfondissement. Alors en fait, la première alliance qui est à l'origine de ce projet européen, elle s'est réalisée en 1951. Il s'agissait de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Elle réunissait l'Allemagne et la France autour d'une coopération économique pour travailler à la réconciliation des deux puissances. On était 6 ans à peine après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a cette démarche de paix qui a été le moteur du projet européen jusqu'à nos jours. Et on voit bien dans le document 2 d'ailleurs que la construction européenne, elle se fait par étapes, elle est longue. Et les objectifs de cette union sont évidemment de se développer à travers une coopération économique, mais l'objectif final étant d'arrêter de se faire la guerre. L'idée, c'est qu'on va coopérer, se développer et que la guerre sera rendue matériellement impossible, puisqu'on sera des partenaires économiques. Et d'ailleurs, en 2012, l'Union européenne a reçu le prestigieux prix Nobel de la paix pour ses actions en faveur de la paix. Alors, actions dans le monde, mais surtout à l'intérieur de l'Europe. Donc c'est véritablement une grande réussite. Effectivement, si on regarde avec un petit peu plus de recul historique, on se rend compte que l'Europe est un continent, en tout cas une région qui a été ballottée par la guerre depuis toujours, depuis le Moyen-Âge ou même l'Antiquité. Il y a toujours eu des guerres en Europe. C'est vraiment un continent belliqueux. Alors je ne sais pas s'il existe des continents non belliqueux, mais en tout cas l'Europe n'en fait pas partie. Aujourd'hui, nous sommes la première génération sans doute de l'histoire à pouvoir connaître une période aussi longue sans guerre en Europe. Donc un objectif qui sous-tend la construction européenne. Alors c'est véritablement en 1957 que naît le projet européen avec le traité de Rome qui fonde la CEE, la Communauté économique européenne. Et cette CEE réunit l'Allemagne de l'Ouest, la France, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. On dit Benelux souvent, Belgique, Netherlands et Luxembourg. La CEE, ensuite, elle a connu plusieurs élargissements. Tout d'abord en 1973, de 6 à 9 membres avec l'entrée des gouvernements du Royaume-Uni, d'Irlande, du Danemark.
la Norvège ayant finalement refusé par référendum. En 1981, la Grèce fut le 10e pays membre de la CEE. Et en 1986, l'Espagne et le Portugal vinrent ajouter les 11 et 12e étoiles au drapeau européen. C'est en 1992, avec le traité de Maastricht que vous connaissez, qu'est fondée l'Union européenne. Et là, c'est très important parce qu'il s'agit d'un approfondissement de premier ordre du projet européen. C'est-à-dire qu'il propose une coopération dans plus de domaines. Une union politique, une union militaire, ce qui fait de l'Union européenne un territoire de référence, c'est le deuxième objectif de votre document, une union financière, une union sociale, et non plus seulement économique et douanière, qui était l'objectif 1 de votre document. Et le traité de Maastricht institue aussi une citoyenneté européenne, le troisième objectif de votre document. Donc, dans le texte du traité de Maastricht, on voit bien qu'on prévoit d'instituer une monnaie commune qui vit finalement le jour en 1999 et qui eut pour but de renforcer l'union économique par une union financière. L'Union européenne a connu encore d'autres élargissements. Donc en 1995, l'Autriche, la Suède, la Finlande montent à 15 le nombre de membres. Et en 2004, l'Union connut son plus vaste élargissement, incluant 10 nouveaux États, donc la plupart d'Europe de l'Est, qui appartenaient au bloc communiste avant son effondrement, afin d'accompagner leur transition vers une économie libérale. Alors du nord au sud, ça donne l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, les 3 États baltes, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie, qui formaient auparavant la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Slovénie, et rien à voir avec le bloc communiste, mais les îles de Chypre et de Malte. En 2007, la Roumanie et la Bulgarie adhèrent à l'Union, et enfin la Croatie fut le dernier membre à intégrer l'Union européenne en 2013. Donc si l'Union européenne est destinée à accueillir d'autres pays et à consolider sa politique commune, donc élargissement, approfondissement toujours, elle a connu en 2020 le premier départ de pays avec la sortie du Royaume-Uni, le fameux Brexit. Alors dans le document 3, je vous ai parlé de l'espace Schengen, parce qu'il faut que vous connaissiez cet espace défini par les accords de Schengen en 1995. Alors il s'agit d'un espace économique cohérent et unique, à l'intérieur duquel tous les États ont abaissé leurs frontières pour l'échange de marchandises et l'échange de personnes. Et on voit que les frontières de cet espace Schengen ne sont pas exactement celles de l'Union européenne. Le Royaume-Uni, l'Irlande, la Roumanie, la Bulgarie ne font pas partie de l'espace Schengen. Non pas parce qu'ils ont intégré l'Union européenne après la création de l'espace Schengen, mais plutôt parce que l'importance des réseaux d'échanges souterrains, clandestins, mafieux, etc., dans ces 2 pays ne permet pas l'intégration à l'espace Schengen. Parallèlement à ça, on peut voir que des États comme la Suisse, par exemple, qui ne font pas partie de l'Union européenne, ont intégré l'espace Schengen, c'est-à-dire qu'ils ont abaissé leurs barrières douanières avec les États de l'Union. Alors aujourd'hui, les critiques de l'UE se font de plus en plus fortes, notamment quant à la poursuite d'un libéralisme économique effréné qui caractérise les institutions européennes et leurs directives, et qui laisse la dimension sociale de l'Union de côté. Mais si la guerre n'est pas revenue en Europe, sans doute que le projet supranational au-dessus des États y est pour quelque chose. On a vu dans l'histoire du 19e et du 20e siècle à quel point le repli nationaliste avait à nombreuses reprises entraîné des dérapages guerriers et des plus funestes. Reste que l'Union européenne s'est montrée récemment incapable de gérer les défis actuels, les défis sociaux ou sociétaux de notre monde. La crise des migrants, le défi environnemental, la crise du coronavirus que nous vivons actuellement, etc. Donc les voix eurosceptiques, les voix contre l'Union européenne, de l'extrême droite nationaliste à l'extrême gauche antilibérale, en passant par des voix beaucoup plus traditionnelles ou même apolitiques, ces voix-là se font de plus en plus fortes. L'Union européenne est néanmoins devenue un territoire de référence, un territoire d'appartenance, du moins assez pour que l'on puisse l'aimer ou le détester.